Alors d'abord sur l'étable, ce bâtiment a été construit en 1949-50 et les vaches sont rentrées pour la première fois en 1951, 48 vaches. Ce bâtiment a été construit après la guerre parce que, comme certains le savent, mais peut-être pas tous, la ferme de Beaumontel et celle du Bourg-Dessus ont été occupées par les Allemands entre 40 et 44. Il y a eu jusqu'à 3000 soldats allemands qui ont cantonné sur cette exploitation et sur celle d'à côté, qui était celle de mon grand-père Émile Hervieux. Une partie de l'état-major résidait dans cette maison à côté. Et donc, il y avait en plus un gros dépôt de munitions au Bourg-Dessus et un poste de communication tout près d'ici. Et il y avait 25 hangars qui abritaient les avions de la compagnie allemande. Donc, à la Libération, il y a eu 42 bombardements successifs et donc une très grande destruction. Vous verrez quelques photos sur l'état des lieux en 1946. Donc, la situation était assez dévastée. Les propriétaires de l'époque étaient M. et Mme Fordust, c'était une famille d'aristocrates qui avait acheté ce domaine dans les années 30 pour y séjourner et chasser en forêt de Beaumont avec la famille Boisgelin. Les Fordust étaient absolument dévastés devant cette situation, d'autant qu'ils ont perdu dans ces circonstances, non pas à cause des bombardements, mais dans un accident de voiture, leur fils unique, et donc ils ont voulu quitter les lieux. Et comme la famille Hervieux était voisine d'eux, donc voilà, les affaires se sont faites de cette façon-là, et ce sont mes parents qui ont fait l'acquisition de ce domaine en 1948. Il a fallu reconstruire, il a fallu tout reconstruire, et mon père était un éleveur, son élevage était à ce moment-là à la Houssaye, au Moulin-Chapelle. Évidemment, sa première préoccupation a été de reconstruire une étable. Alors cette étable, il l'a pensée en s'inspirant de ce qu'il avait vu aux Pays-Bas, considérant que les Néerlandais et les Hollandais étaient les meilleurs éleveurs, les meilleurs laitiers, ce qui était avéré, hein, et puis aussi de ce qu'il avait regardé du côté des États-Unis. Donc cette étable a été conçue avec l'architecte Feuillade, qui a été l'architecte de la reconstruction de Beaumont-le-Roger. Et elle présentait plusieurs innovations. La première, c'est qu'elle est entièrement en béton. La deuxième, c'est qu'il voulait absolument que les animaux ne soient pas attachés le long du mur, mais en avant, donc avec un couloir de distribution. Donc de chaque côté, entre les piliers et les murs, c'était un couloir de distribution pour alimenter les animaux par devant et non pas en passant entre les animaux pour aller les alimenter. Les animaux avaient chacun un abreuvoir. Il y avait donc 4 fois 12 stalles. Les stalles étaient sur un terre-plein un peu surélevé et en pente, de telle sorte que le purin s'écoulait naturellement dans une rigole qui se trouvait là et qui évacuait le purin vers la fosse qui est couverte de béton devant nous là. Sur la rigole du purin s'étendait une sorte de tapis roulant, une chaîne à fumier, hein, c'est-à-dire une double chaîne avec des tasseaux qui évacuaient le fumier avec un promontoire qui permettait de déverser directement dans les remorques au bout de l'étable. Des trappes étaient disposées, elles sont toujours là, hein, pour permettre de faire descendre le foin et la paille sans une nouvelle manutention. De l'autre côté se trouvent des boxes qui aujourd'hui abritent des chevaux, mais qui étaient destinés aux vaches en train de véler ou aux animaux malades. Et au-dessus des boxes, le grenier à grains. Et entre les deux, un sas qui permettait de préparer l'alimentation des animaux. Sachant que au bout des couloirs, entre les piliers et le mur là, au bout, vous avez deux grands panneaux blancs qui bouchent en réalité des portes, hein, qu'un jour on repercera, qui permettaient de faire circuler le chariot d'alimentation. Une autre innovation était
ce pavage antidérapant là, du milieu. Alors finalement le paradoxe de ce bâtiment qui a été très très regardé, il y a eu beaucoup de visites à ce moment-là, au moment de la reconstruction, et il était présenté dans les manuels vétérinaires et dans les manuels de zootechnie, dans les manuels d'élevage, comme le modèle Beaumontel, par opposition au modèle hollandais, qui était encore un peu plus sophistiqué. Et donc il n'a pas été complètement copié, mais il a inspiré des modernisations. Le paradoxe, c'est qu'en réalité, cette étable n'a servi dans sa destination première que 5 ans. Parce qu'en réalité, le modèle économique sur lequel reposait cette étable et cet élevage avait 2 piliers. Le premier, c'est que l'élevage était un élevage d'élite, très sélectionné, où tous les animaux étaient inscrits au Airbook normand et toutes les performances des vaches comme des taureaux étaient consignées, et ce qui donnait lieu tous les ans à une vente aux enchères, qui était le 2e mardi du mois de janvier. Il y avait là une grande vente où les éleveurs venaient acheter des taureaux ou des génisses ou des vaches pour renouveler leur élevage. Sauf qu'à partir des années 50, ça a commencé en 50, mais ça s'est surtout développé en 52-53, l'insémination artificielle a rendu inutile l'achat par les éleveurs d'un taureau définitif, et donc ils ont eu recours à l'insémination artificielle, qui a été expérimentée ici. Il se trouve que Robert Cassou, l'inventeur de la pipette d'insémination artificielle, s'intéressait à cet élevage et était devenu un ami de mon père. Et le premier centre d'insémination a été créé à La Loupe, et puis le gros centre surtout à l'Aigle, et un certain nombre d'animaux d'ici sont partis pour le centre d'insémination. Donc les ventes ont cessé, et cette partie de gains autour des ventes en même temps. Et puis l'autre pilier, c'est que ma mère transformait entièrement le lait en beurre, en crème, en tissu, en yaourt, fromage, qu'elle distribuait elle-même dans toutes les épiceries de détail du canton, même jusqu'à Bernay, Conches, etc. Et donc, à partir là aussi de 53, 54, les pots de yaourt étaient consignés à cette époque-là. C'était des petits pots de yaourt en verre. Ceux qui venaient d'ici étaient des pots de yaourt transparents. Et au fil des mois, au lieu de revenir de la consigne des pots de yaourt transparents, c'était des pots de yaourt Danone qui revenaient. Et donc, il est apparu assez clairement que, en gros, le monde était en train de changer, que l'industrie agroalimentaire était en train d'émerger, et que ce type d'artisanat était probablement condamné. Bref, donc en 1956, cet état, l'ensemble du cheptel a été vendu, et cette étable a cessé d'être utilisée dans sa destination première. Elle est devenue ensuite un local de stockage de pommes de terre, donc elle a été entièrement fermée, bouchée, on a enlevé tous les cornadis, et elle est depuis dans cet état-là. Alors il se trouve qu'il y a maintenant 9 ans, donc notre fils Clément a installé un studio de répétition de théâtre, de danse, de musique dans le grenier à grains de l'autre côté. Et à l'occasion de cette inauguration, le DRAC de l'époque, Luc Logier, s'était intéressé à ce bâtiment parce qu'il avait, lui, vraiment comme priorité d'inscrire ou de classer des monuments représentatifs de l'architecture, de la reconstruction et de l'après-guerre. Et donc cette étable l'a intéressé. Il nous a proposé de déposer un dossier d'inscription au titre des monuments historiques. Et donc depuis 2015, cette étable est inscrite au titre des monuments historiques comme élément, comme témoignage de la reconstruction des bâtiments agricoles de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et donc
Dans ces conditions, nous avons aussi voulu l'ouvrir au public et lui donner un accès. Donc, nous organisons des expositions qui ont été plutôt des expositions d'art plastique, mais j'avais le souhait, la volonté de monter quelque chose qui soit en lien direct avec ce bâtiment, d'où cette exposition autour de l'agriculture et de l'alimentation. Alors comment cette exposition est-elle construite? J'ai pris comme fil directeur, comme fil rouge, ce thème de la famine à l'abondance, de révolution en révolution, sachant que dans ces derniers siècles, il s'est quand même passé énormément de choses autour de l'agriculture. Alors j'ai distingué 4 périodes. Une période qui va de la mort de Louis XIV à l'avènement de la Troisième République. Une deuxième période qui couvre toute la Troisième République, donc de 1870 à la Seconde Guerre mondiale. La troisième période s'impose, évidemment, c'est celle de la Révolution verte, de la Révolution silencieuse, de la grande révolution agricole qui commence tout de suite après la guerre. On commence même un petit peu avant, mais enfin, vraiment, qui se déploie à partir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin du XXe siècle. Et puis une quatrième période, qui est celle que nous connaissons actuellement, et que je fais démarrer dans la décennie 90 pour des raisons que je vais expliquer. Alors pourquoi commencer à la mort de Louis XIV? On aurait pu commencer plus en avant, ça demandait évidemment peut-être encore plus de place, parce que c'est vrai que l'agriculture médiévale n'était pas du tout une agriculture négligeable. Enfin, si l'on pense à la révolution agraire qui s'est déployée dans les grands monastères au 10e, 11e, enfin bon, tout ça faisait quand même beaucoup. Donc je me suis contenté de 1715. Pourquoi? Parce que c'est à mes yeux un vrai tournant, en ce sens que le siècle de Louis XIV ne s'est absolument pas intéressé à l'agriculture. Louis XIV avait une vision du pouvoir, de la puissance, par la guerre, par l'ostentation, par les arts, par la puissance, et assez peu de préoccupations finalement sur le bien-être de son peuple. Et il faut se souvenir que sous le règne d'Henri IV, Olivier de Serres avait publié un très grand traité qui s'appelait Le théâtre de l'agriculture et le ménage des champs, donc en 1600, et qui a été complètement oublié, qu'on ne retrouve absolument pas dans les bibliothèques du XVIIe siècle, alors qu'étaient posées là les bases d'une agronomie déjà assez moderne et qui aurait pu faire que la France fasse le même parcours de modernisation et de développement de l'agriculture que celui que les Anglais ou les Néerlandais ont commencé dès cette période du XVIIe. Il n'en a rien été, et il faut savoir que donc on a eu quand même 26 famines sous le règne de Louis XIV, et qu'entre 1695 et 1715, donc les 20 années qui ont précédé la mort de Louis XIV, la France a perdu 10% de sa population. 10% de sa population en raison des famines, en raison des épidémies entraînées par ces famines, et en raison tout simplement d'un tel état sanitaire que la population française a cessé de faire des enfants pendant cette période. Donc c'est quand même une vraie grande coupure qui est quand même le moment de l'apogée des famines dans notre pays. Alors évidemment, ce mouvement de famine se déploie et continue de se développer durant le XVIIIe siècle, mais à partir des années quand même 1740, après la Régence, qui est une sorte de poursuite de tout ça, après la Régence, un vrai mouvement de réveil advient, et qui met la question
la question de l'alimentation au cœur des préoccupations. Alors, ce mouvement, il émerge d'abord avec les grands philosophes, avec Rousseau, Voltaire, qui portent sur la nature un regard qui n'est plus celui du XVIIe siècle, qui insiste plutôt sur la richesse et la profusion de la nature. C'est l'émergence d'une école d'économistes, les physiocrates, avec Quesnay qui sort son tableau de l'économie française et qui a pour postulat que toute richesse vient de la terre. Et donc ça, c'est extrêmement important. Toute richesse vient de la terre. Et donc, le regard vraiment se porte autour de la terre et de l'agriculture. C'est tout le travail des encyclopédistes avec Diderot et surtout avec Buffon, hein, qui fait tout son inventaire que l'on connaît des sciences naturelles. C'est aussi donc des politiques qui s'intéressent, notamment Turgot qui développe l'idée que toute richesse vient de la terre, mais de la terre, la richesse de la terre vient du travail de la terre. Hein, donc c'est quand même toute une valorisation du travail qui émerge à ce moment-là, qui n'était pas du tout dans la pensée du XVIIe. Donc un mouvement qui pense la prospérité à partir de la terre. C'est un mouvement qui est porté par des aristocrates, hein, principalement des aristocrates éclairés, qui quittent Versailles pour retourner sur leur terre et qui sont encouragés à les développer et qui est une vision qui sent bien que le royaume de France va très mal, qui sont des monarchistes, mais qui ont déjà une pensée plutôt de monarchisme constitutionnel, comme Duhamel du Monceau ou cela, et qui pensent qu'il faut développer, il ne faut pas se contenter de posséder ces domaines, mais il faut les développer, les mettre en valeur. Alors, ce mouvement rencontre des hommes qui ont joué un rôle très très important. Le premier à mes yeux, c'est Parmentier qui réhabilite la pomme de terre. La pomme de terre avait été découverte, été ramenée en Europe au moment des grandes découvertes, du Pérou, comme le maïs des Andes, comme également le colza. Bon. Et il faut savoir que la pomme de terre était interdite de culture. Elle était autorisée un peu au sud. Je ne sais pas très bien pourquoi interdite au nord, mais en tout cas, elle était interdite au nord et elle était interdite partout à la consommation humaine. Alors ça, très probablement, parce que, comme vous le savez, le germe de pomme de terre est extrêmement toxique et que très probablement, il y a eu des intoxications en raison d'une mauvaise utilisation de la pomme de terre dans l'alimentation humaine, et de ce fait, un décret royal en avait interdit la consommation. Et donc Parmentier déploie toute son énergie pour restaurer la pomme de terre, et il trouve une oreille très très attentive de la part de Louis XVI. Et au passage, je rends justice à Louis XVI, qu'on a souvent présenté comme une personnalité, un roi un peu intéressé et peu énergique et sans projet. Louis XVI s'est beaucoup intéressé à cette question agricole. Et notamment, il a ordonné que soient servies des pommes de terre tous les jours à la table royale. Bon, il ne s'est pas contenté de développer la pomme de terre, il s'est aussi préoccupé des productions animales en obtenant de son cousin, le roi Charles III d'Espagne, un don d'un troupeau de mérinos pour améliorer. Et donc c'est très important parce que c'est le début de la génétique et de la sélection animale qui s'opère à ce moment-là. Et arrive en 1784, l'été 84, un troupeau de mérinos remonte de Tolède jusqu'à Rambouillet, pour lequel le roi fait construire la bergerie de Rambouillet pour accueillir ce troupeau, destiné à irriguer ensuite les troupeaux, notamment de l'Île-de-France, qui étaient des troupeaux qui étaient peu riches en viande et peu riches en laine. Or, la laine devenait un enjeu stratégique très important dans ces débuts de révolution industrielle où l'industrie textile avait besoin de la laine.
Il y aura l'année prochaine aux Archives nationales une grande exposition qui s'appelle La guerre des moutons sur l'enjeu de la laine des moutons dans ce début de la révolution industrielle entre la Prusse et l'Angleterre d'un côté, entre l'Espagne et la France de l'autre, qui sera une très belle exposition. Donc, Louis XVI se développe tout ça et en même temps fait construire à Rambouillet la laiterie de Marie-Antoinette, qui est plus qu'anecdotique parce qu'en fait cette laiterie de Marie-Antoinette à Rambouillet est une sorte de salon de thé, de dégustation de lait. Et donc, si vous voulez, c'est comme un peu les pommes de terre à la table royale, c'est-à-dire qu'il s'agit pour le couple royal d'instaurer de nouvelles pratiques alimentaires et notamment de valoriser le lait dans l'alimentation humaine. Donc c'est tout à fait significatif. Donc, vous voyez tout ce mouvement et qui ensuite est rejoint par des ingénieurs. Je mettrais dans cette catégorie, peut-être de façon un petit peu abusive, mais enfin, Mathieu de Dombasle, donc aristocrate propriétaire terrien de Lorraine, qui fait une œuvre absolument considérable. D'abord, il améliore l'arère en la transformant en charrue, et c'est la charrue de Dombasle, qui présente plusieurs innovations, notamment un curseur qui permet de régler la profondeur du sillon, un coupe qui coupe déjà la terre et qui facilite l'entrée du soc, et un soc plus galbé, plus remonté pour ouvrir la terre. Et il y ajoutera plus tard 2 roues en avant pour alléger le poids de la charrue. Mathieu de Dombasle crée la première école d'agriculture, qui est l'école de Grignon, qui est destinée aux fils de famille et aux régisseurs des grands domaines. C'est la première. Vous voyez, toujours dans cet esprit de la responsabilité des aristocrates par rapport au développement de leur domaine. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de la Révolution une coupure sur ce développement du progrès agricole. La coupure vient plus tard, à mon avis, puisque le grand thème qui avait été développé par les physiocrates autour de toute richesse vient de la terre était assorti d'un autre postulat, c'est que la propriété c'est la liberté, et qu'il faut sortir du flou de la propriété féodale pour avoir une propriété plus construite avec l'autorisation de la clore, c'est le mouvement des enclosures, et qui sera consignée dans le Code civil avec le Code civil sur la propriété. Donc il y a une continuité là autour de cette question qui me paraît assez puissante. Et puis Mathieu de Dombasle crée les Annales de Roville, qui sont le premier journal agricole de France, diffusé partout, enfin surtout dans les sociétés savantes, dans les sociétés libres, pour que ces informations soient diffusées un peu partout. Et autre ingénieur très important, c'est Delessert, qui invente la première raffinerie de betterave à sucre, en raison du blocus continental imposé par les Anglais. Nous n'avions plus de canne à sucre qui arrivait, donc la France n'avait plus de sucre, et Delessert parvient à extraire du sucre de la betterave. Chaptal prend un décret obligeant à cultiver au moins 100 000 hectares de betteraves dans le bassin parisien, et la première raffinerie est créée par Delessert à Poissy en 1810 ou 11. Il est décoré par Napoléon pour cette œuvre nationale, et qui va se développer ensuite. Donc là, et dans toute cette période, on a un taux de croissance qui est de 0,4% par an. La population croît dans les mêmes proportions. La France recouvre l'étiage de 22-23 millions d'habitants au moment de la Révolution et continue de croître ensuite régulièrement de façon parallèle au développement de l'agriculture et
je dirais, de l'accès à l'alimentation pour l'ensemble de la population. Donc voilà pour moi, à mes yeux cette première période qui est une période de sortie de famine, véritablement. Pour autant, dans la décennie 1860-1870, donc la fin de l'Empire, nous connaissons non plus des famines, mais nous connaissons encore des disettes. C'est-à-dire plusieurs régions de France, pas la Normandie qui est plus favorisée que d'autres, mais plusieurs régions de France n'arrivent pas à faire la soudure entre la fin des greniers et le début des récoltes. Donc c'est une situation qui est encore extrêmement difficile et d'une façon porteuse de crise sociale très forte. D'autre part, 1870, c'est une date très très importante dans notre histoire, puisque c'est la défaite de Sedan, l'humiliation française face à la Prusse. C'est 1871, la grande première explosion du mouvement ouvrier et existence du mouvement ouvrier en tant que tel en France avec la Commune de Paris, après la montée de la révolution industrielle. Et puis c'est ces années 1870-71, vraiment un très grand trouble politique où la France ne sait pas si elle revient à une monarchie constitutionnelle ou si elle va faire advenir la République presque un siècle après 1789. Et donc la question agricole et alimentaire va être au cœur de ce débat du régime. L'homme de la situation, si je puis dire, enfin, qui va avoir la très très grande intuition et conviction, c'est Gambetta. Gambetta monte à la tribune de l'Assemblée, il est donc le grand leader du clan républicain et déclare « Faisons chausser aux paysans les sabots de la République, lorsqu'ils les auront chaussés, la République sera invincible ». Donc une vision d'un lien très fort entre cette question, la question agricole, la question paysanne et la question républicaine, sachant que 80% de la population française est peu ou prou reliée directement à l'agriculture. Donc il y a une vision très claire chez Gambetta, qui est vraiment très, très élaborée autour de cette question paysanne, c'est de se dire d'abord, si les paysans arrivent à s'alimenter, on a presque gagné la partie. Si 80% de la population arrive à se nourrir correctement, c'est déjà pas mal. Donc, c'est une vision de l'autosuffisance alimentaire, familiale, paysanne, élargie, et jusque même au village. Et donc, va émerger là. Vous voyez, c'est très important parce que, au lieu d'une vision d'une France qui va se nourrir à partir des grands domaines, c'est la vision d'une France qui va se nourrir à travers d'une paysannerie très nombreuse, qu'on garde nombreuse, et qui va assurer son autosubsistance et son autosuffisance. Pour que ça se fasse dans de bonnes conditions, il faut que cette petite paysannerie, elle devienne propriétaire. C'est-à-dire que ce slogan « la propriété, c'est la liberté » ne s'applique pas seulement à la grande propriété, mais s'applique aussi aux laboureurs de l'Ancien Régime, aux métayers. Et pour ce faire, il a une vision d'abord stratégique, comme il le dit, en même temps qu'ils sauront défendre les bornes de leurs champs, ils sauront défendre les frontières de la patrie, parce qu'on est déjà en train de préparer la revanche de 1870. Et pour ce faire, il faut qu'ils deviennent propriétaires. Et donc, il crée le Crédit Agricole. Il y a eu une première caisse mutuelle à Poligny dans le Jura, et il prend modèle sur cette caisse mutuelle paysanne jurassienne pour créer des caisses locales sur l'ensemble du territoire, pour distribuer du crédit pour que cette paysannerie pas trop pauvre, pas trop riche, puisse accéder à la propriété et assurer sa sécurité familiale et locale, en quelque sorte. Et donc, le deuxième pilier de cet avènement de la République, aux yeux de Gambetta, c'est l'école. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce modèle de la modernisation de l'agriculture va être, en quelque sorte, en symétrie de la vision de l'école pour tous,
par l'excellence républicaine, c'est-à-dire les concours, alors ça va prendre la forme de comices, de concours, de médailles, de récompenses, etc., et de l'émulation des uns par les autres à travers cette vision du progrès, d'un progrès partagé pour tous, le comice, le concours étant l'occasion de montrer à tous la voie du progrès. Donc c'est cette deuxième partie qui va produire un développement assez lent, beaucoup plus lent que ce qui se passe en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne ou aux Pays-Bas, pour la raison suivante, c'est que cette obsession de l'accès à la propriété va absorber l'ensemble du surplus de trésorerie que vont dégager ces pays. Et au lieu d'investir dans le matériel, dans la formation, dans la diffusion des innovations, elle va se concentrer sur la terre, elle va absorber mais elle sera très, très représentative et tout à fait unique. Enfin, je veux dire que ça fait partie, je dirais, de l'identité française, si on peut parler dans ces termes-là, en ce sens que représente l'accès à la propriété comme accès à la liberté. Enfin, on ne retrouve pas ça dans tous les pays et pas dans toutes les démocraties. Et donc, on arrive à la Seconde Guerre mondiale, et c'est la troisième période. Quand on arrive à la Seconde Guerre mondiale, la France a en gros 33% de population active agricole, ce qui est considérable, et nous n'assurons pas de couverture alimentaire. Donc le diagnostic est posé sur le poids du foncier, et la première grande mesure qui sera prise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle est prise par le ministre François Tanguy-Prigent, qui est un paysan du Finistère, qui avait rejoint les maquis très tôt, et qui apprend par la radio que le général de Gaulle le nomme ministre de l'Agriculture. Et le premier acte de François Tanguy-Prigent, c'est de prendre le fameux décret sur le statut du fermage, qui retourne la situation, puisque le statut du fermage donne l'avantage aux fermiers sur le propriétaire. Et puis la deuxième grande mesure de Tanguy-Prigent en 1946, donc dès le lendemain de la guerre, c'est la création de l'Institut national de la recherche agronomique, c'est-à-dire de remettre la science au cœur du développement de l'agriculture, avec deux grandes stations initiales, une station à Versailles, au bout du Grand Canal, pour les grands essais d'amélioration variétale, notamment sur les céréales, et puis la station de Jouy-en-Josas sur l'amélioration génétique des animaux, sachant que la discipline reine mise au cœur de la création de l'INRA, c'est la génétique, aussi bien animale que végétale, et qui va être au cœur de l'explosion des rendements, aussi bien des rendements animaux que des rendements végétaux pendant cette période qui va courir de 1955 à 1990. Vous verrez deux schémas, un jaune et un turquoise, qui vous donnent une idée de l'explosion des rendements dans cette période, qui est absolument révolutionnaire. Vous verrez les notices de deux personnages très importants dans la mise en œuvre de cette modernisation. Michel de Baptiste du côté du syndicalisme agricole. Donc Michel de Baptiste qui venait de la jeunesse agricole catholique, sachant que c'est de la jeunesse agricole catholique qui est devenue l'aspiration à cette modernisation. C'est elle qui a créé le syndicat, d'abord le Cercle des jeunes agriculteurs, devenu le Centre national des jeunes agriculteurs, aujourd'hui les JA, et qui a élaboré, et donc c'est ça, c'est une grande rupture dans l'histoire, puisque si vous voulez, là, on a affaire, dans la première partie, à un mouvement porté par des propriétaires fonciers, dans une deuxième partie porté par des politiques, et là, pour la première fois, le projet agricole est porté par des paysans eux-mêmes, ce qui est un vrai changement politique. Et le politique qui a porté tout ça, c'est Pisani. En face. Donc, tout ce mouvement, avec le département de l'Eure a été très privilégié dans ce mouvement de modernisation parce qu'il avait un groupe de leaders très important, dont la figure la plus emblématique est celle de Gilbert Martin, qui était un homme
puissance intellectuelle, un charisme personnel exceptionnel, qui a refondé, réorganisé l'ensemble des organisations professionnelles agricoles. Je rends aussi hommage à mon père qui a créé la première maison de l'élevage de France à Bernay pour aider les éleveurs à moderniser leurs élevages, qui a créé le premier centre de gestion des exploitations agricoles avec l'appui du professeur Chambard-Delot, qui était le professeur d'économie de l'Agro. Et puis Pierre Hervieux qui a créé la première coopérative linière de France et qui est aujourd'hui la première coopérative, la plus importante coopérative linière de France. Cette période de modernisation très euphorique et qui est accompagnée par la première politique agricole commune qui avait trois dogmes, la préférence communautaire, la garantie des prix et la restructuration des exploitations, se déstabilise, si je puis dire, dans les années 90-2000. Pourquoi cette décennie à mes yeux, c'est vraiment la décennie sinon de toutes les crises, au moins de beaucoup de crises et de beaucoup de ruptures. La première, évidemment, c'est en 92, c'est la signature des accords de l'Organisation mondiale du commerce, avec la fin de la préférence communautaire et la mise sur les marchés mondiaux des produits agricoles. C'était pour la France un vrai dilemme, parce qu'à la fois nous sommes un grand exportateur, notamment de céréales par le port de Rouen, mais nous sommes aussi un grand importateur. Et donc, c'est une vraie tension autour des marchés mondiaux qui se traduit dans la réforme de 92 de la politique agricole commune par la fin des prix garantis et le remplacement des prix garantis par les primes à l'hectare. Donc c'est un changement très radical. Le deuxième élément de ces années-là, ce sont les grandes crises sanitaires. C'est la vache folle, 96-97, c'est la dioxine. Troisième élément très important dans cette décennie, c'est que les rendements cessent de croître. C'est-à-dire qu'entre 1950 et 1990, en gros, on a gagné 1 quintal à l'hectare par an dans les céréales. L'apogée, ça a été 1984. Ici, sur cette ferme, en 1984, sur 2 grandes pièces de terre, on a récolté 120 quintaux à l'hectare. C'est une espèce d'apogée. Et ensuite, on a, à partir de 90, une stagnation. Cette stagnation, elle pose beaucoup de questions, parce qu'elle pose des questions sur la génétique, sur le matériel génétique utilisé. Elle pose des questions économiques, parce que les rendements stagnent, mais le prix des intrants continue d'augmenter, donc vous avez évidemment un ciseau des prix qui s'installe. Surtout qu'on se met sur le prix du marché et non plus sur les prix garantis. Donc un problème économique qui se développe avec des tensions. Une grande difficulté de réguler certains marchés, notamment le marché du porc ou le marché du lait, c'est-à-dire que dès que les prix augmentent, beaucoup de producteurs s'orientent vers ces productions et à ce moment-là, les prix s'effondrent, donc on est dans des sinusoïdales ingérables. C'est aussi la décennie où les chercheurs tirent la sonnette d'alarme sur le tassement des sols ou sur l'érosion des sols, comme par exemple dans le Pays de Caux. C'est le moment où émerge le grand débat sur le changement climatique et ses conséquences et la place de l'agriculture dans le changement climatique. Et puis j'ajouterais la perception que nous n'arrivons pas à régler correctement non plus seulement la couverture alimentaire des pays développés, mais à la surface du monde, on a une équation qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on produit dans le monde actuellement suffisamment de protéines pour nourrir l'ensemble de la population, et pour autant on a 1 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'alimentation. Et donc on change de paradigme, c'est-à-dire que pendant toute cette période de l'après-guerre, la question du développement de la production était au cœur de la vision des choses, en disant si on produit assez, tout le monde mangera à sa faim. En 90-2000, on a acquis la conviction qu'il ne s'agit pas de produire pour que tout le monde ait accès à l'alimentation.
Et donc ça, c'est un grand problème. Le défi du millénium qui avait été posé par l'ONU sur la baisse à 500 000, arriver à moins de 500 000 humains mal nourris, malnutris ou sous-nutris, n'est pas gagné puisqu'on est passé à 1 milliard, la crise du Covid ayant fait exploser les chiffres. Donc une crise quand même qui vraiment... Donc je pense que évidemment je peux me tromper parce que sur l'histoire longue, peut-être qu'on verra que c'est peut-être pas cette décennie 90, donc, mais enfin, à mes yeux c'est quand même une décennie où il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, on voit émerger, et d'ailleurs on voit émerger à partir de la fin des années 90, de nouvelles tentatives comme la culture sans labour, comme l'explosion du bio, comme la mise en place d'un réseau très intéressant sur l'ensemble de la France qu'on appelle les fermes défis, qui sont autour de la baisse des intrants dans l'ensemble de ces fermes. C'est le grand débat sur les organismes génétiquement modifiés, hein, qui émerge aussi à ce moment-là, hein, qui va sans doute rebondir compte tenu que le ciseau moléculaire découvert par Emmanuel Charpentier, notre prix Nobel de cette année, de l'année dernière, bon, on va peut-être faire bouger un peu les lignes autour de la question des OGM, mais ce que l'on a constaté aussi aujourd'hui, et ça on voit très bien aux États-Unis et au Canada, c'est que même sur les semences OGM qui sont diffusées dans ces pays-là, les rendements aussi ont stagné. Donc, bon, voilà, bon, bref. Voilà, ces tournants, les tentatives qui se mettent en place pour trouver une solution et pour dépasser cette crise, voilà, qui émergent, et avec évidemment des nouvelles orientations politiques. Le verdissement de la PAC avec Dacian Cioloș, le Green Deal d'Ursula von der Leyen, la loi sur l'agrobiologie de Stéphane Le Foll, les déclarations récentes de Christiane Lambert sur l'agroécologie. Bon, bref, on voit bien que l'ensemble des responsables cherchent les voies et moyens de sortir par le haut de cette nouvelle crise. Mais la leçon aussi de cette exposition, c'est que la France, à 3 grandes reprises, a été capable de se sortir de crises au moins aussi importantes que celle-là, et que nous n'avons pas de raison de désespérer. Merci.